À tous, bienvenue au rendez-vous des soins oncologiques de support en Occitanie. Aujourd'hui, c'est la 22e session des jeudis Onco-Occitanie et nous allons parler de la prise en charge du patient en situation de handicap. Donc, comme d'habitude, en introduction, quelques règles pour le bon déroulement de ce webinaire. Donc, nous sommes tous ensemble pendant 1 heure. Nous allons avoir aujourd'hui 2 interventions de 20 minutes qui vont être suivies d'un temps d'échange de 15 minutes avec les intervenants. Comme vous pouvez le voir, au moment de la connexion, vos caméras et vos micros sont fermés, mais vous avez la possibilité d'utiliser le module conversation sur Teams pour poser vos questions au fur et à mesure des interventions. Et le modérateur de la session pourra ensuite interroger les intervenants en fin de session. Si vous rencontrez un problème technique pendant ce webinaire, vous avez la possibilité de contacter Gladys Rock au 05 31 15 65 02. On vous conseille d'activer le mode galerie pour avoir une meilleure visibilité de l'ensemble des intervenants sur votre écran. Comme vous le savez, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur notre site internet. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre identité soit reconnue, on vous conseille de modifier votre profil de connexion à Teams pour apparaître en anonyme ou sous un pseudonyme. Et on vous conseille également de limiter les informations que vous donnerez si vous posez des questions aux intervenants à la fin de ce webinaire. Pour assurer la qualité des échanges et du replay, si vous interrogez les intervenants en direct, merci de bien fermer vos micros après chaque intervention. Et pour finir, votre avis est très important pour améliorer le format et le contenu de ce webinaire. Donc, en fin de session, on vous enverra le lien vers un questionnaire de satisfaction. Donc, je vous remercie par avance de prendre quelques minutes pour le compléter. Et sachez que dans ce questionnaire, vous avez la possibilité de nous faire remonter les thématiques que vous souhaitez voir abordées dans les jeudis d'Onco-Occitanie. Et on s'en sert vraiment pour réaliser la programmation de ces webinaires. Voilà, donc maintenant, je vous propose qu'on passe rapidement à la présentation du programme d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons parmi nous Audrey Eschgas, qui est médecin soins de support dans l'unité d'onco-réhabilitation à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, Oncopole. Donc Audrey, je vous laisse la parole pour présenter les intervenants d'aujourd'hui. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à modérer cette session qui va être passionnante, je n'en doute pas. J'en profite pour remercier encore une fois l'équipe d'Onco-Occitanie qui nous fait ces rendez-vous qui sont devenus incontournables dans la région sur les soins de support, voilà, qui sont toujours des moments d'échange, des moments de partage et qui permettent d'avancer dans nos pratiques auprès des patients au quotidien. Donc la session d'aujourd'hui va se passer avec 2 intervenants et puis ensuite 2 interventions, pardon, et ensuite un temps d'échange. Donc, dans un premier temps, Anne-Cécile Rouanet, qui est cadre de santé et référente du dispositif handicap et cancer qu'elle a monté à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse Oncopole, va vous parler du parcours de soins d'oncologie accessible à tous. Donc, retour sur l'expérience du CLCC de Toulouse. Et ensuite, on passera la parole à Monsieur Sadjé et à Madame Neumann pour qu'ils vous parlent de l'accompagnement au traitement du cancer des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, c'est l'expérience d'Oncodéfi. Et ils travaillent tous les deux à l'association Oncodéfi, Monsieur Sadjé en tant que directeur et Madame Neumann en tant qu'infirmière. Voilà, et après, on aura un petit temps d'échange tous ensemble. Anne-Cécile, je te passe la parole. Tu as 20 minutes de présentation. Voilà, donc je vais partager mon écran. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous. Si j'y arrive, hop. Voilà. Donc, si tout le monde voit, je vais commencer. Donc, le parcours de soins en oncologie accessible à tous, je vais vous parler un petit peu de ce que nous avons réussi à mettre en place, les premiers jalons sur le CLCC de Toulouse, l'Oncopole Claudius Regaud.
Donc déjà, on peut se demander, est-ce que véritablement, on a des patients atteints de cancer qui sont porteurs de handicap? Parce que finalement, quand on échange entre nous, en début d'initiation de ce dispositif à l'Oncopole, c'était: «Oui, c'est vrai, j'ai déjà eu, mais finalement, ça reste à la marge, est-ce que véritablement il y a nécessité, ou pas, de développer quelque chose?» Hem Donc en fait, il faut quand même resituer dans le contexte que, le handicap, effectivement, ça concerne, aussi nos patients pris en charge, pour un cancer. Un petit topo sur le handicap en France aujourd'hui, donc avec les chiffres 2023, c'est 14,1 de la population. Donc ça représente plus de 7 millions de personnes en France. Le cancer, quant à lui, en 2023 toujours, on a plus de 430 000 nouveaux cas de cancer par an, c'est l'INCa qui le dit, et on sait que de façon globale, le cancer touche indifféremment les personnes avec handicap et sans handicap. Donc finalement, si on extrapolait, on pourrait dire qu'en 2023, nous aurions eu à peu près 61 000 nouveaux cas de cancer chez les patients en situation de handicap. Donc finalement, le patient avec handicap qui est traité pour cancer, vous en avez tous eu, vous en avez tous et vous en aurez tous. Ça nous concerne vraiment. Alors pour mettre en relief, on parle souvent des AJA, des adolescents, jeunes adultes. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses de faites pour eux. Et pourtant, on ne se dit pas que c'est une goutte d'eau dans la mer. Alors que les AJA, finalement, c'est en 2023 toujours 2 300 nouveaux cas sur l'année. Donc finalement, la goutte d'eau dans la mer des patients avec handicap suivis pour un cancer, c'est pas une goutte d'eau dans la mer. Donc il y a vraiment des questions à se poser sur la nécessité d'accompagner ces patients-là. Donc une mise en place de parcours spécifiques, forcément. Pourquoi? Parce que quand on a un handicap et un cancer, le handicap est une source de difficultés supplémentaires sur la prise en charge du cancer. Alors pourquoi? Parce que déjà, l'accès à la prévention est plus réduit pour des difficultés, de déplacement, d'accompagnement, évidentes. Un diagnostic de fait qui est, bien souvent plus tardif, et donc qui dit diagnostic plus tardif, dit arsenal thérapeutique plus lourd et donc encore plus difficile à mettre en place chez une personne avec handicap. Il y a aussi le refus de soins. Alors Handifaction, qui est le baromètre, mis en place par monsieur Pascal Jacob, sur les soins pour les personnes avec handicap, montre 18 de refus de soins pour les personnes avec handicap. Ça peut être, «Non, on ne peut pas vous accueillir pour faire votre bilan d'extension» à, «Non, on n'a pas le temps de recevoir les personnes avec handicap». Et ensuite, des difficultés dans la prise en charge, une fois qu'on a réussi à avoir un diagnostic, qu'on nous donne un rendez-vous, des difficultés sur la prise en charge en elle-même qui peuvent être, par exemple, là encore, le refus des accompagnants qui, selon le type de handicap, peuvent être essentiels pour pouvoir réussir la prise en charge. Ensuite, un parcours spécifique parce que finalement, on a souvent des représentations erronées sur le handicap. Alors, je vais en prendre un qui, je pense, va parler à beaucoup de monde, les personnes sourdes ou malentendantes. Alors, on va se dire, bon, très bien, elles sont sourdes, malentendantes, facile. On va leur faire lire les informations. Dans la santé, on a plein de documents très bien faits, avec des beaux mots très jolis pour expliquer un petit peu tout ce qu'on fait en long, en large, en travers. Bon, ok, ça pourrait. Mais en fait, ce n'est pas forcément une bonne idée. Il faut savoir que le taux d'illettrisme chez les personnes sourdes est majeur, puisque la moitié enfin, il y a le double de personnes illettrées chez les personnes sourdes par rapport à la population en général. Alors, on distingue les personnes sourdes de naissance et les déficiences auditives acquises au fur et à mesure de la vie. Et donc, chez les personnes sourdes de naissance, 80% sont illettrées. Alors, ce n'est pas un manque d'accès, à l'école, parce que la majorité vont à l'école. On leur apprend à lire, à écrire, mais finalement, il y a quelque chose, qui est un peu méconnu, c'est le bain de langage qui va faire qu'on va s'imprégner ou pas, de ces apprentissages de lecture et de cette compréhension-là. Donc ce n'est pas que les sourds ne sont pas capables d'eux ou qu'on n'essaye pas avec l'école, mais il y a un phénomène lié à la surdité en elle-même. Donc on se dit: «OK, il y a un taux d'illettrisme important, donc le papier n'est pas forcément toujours la bonne solution. Il y a l'interprète en langue des signes. Alors l'interprétariat chez les sourds, là aussi, c'est pas toujours la bonne idée. En France, sur 6 millions de sourds,
Seuls 283 000 utilisent la langue des signes. Voilà. Donc effectivement, nous, on se dit qu'on a toutes ces solutions-là et que ça va nous résoudre tous les problèmes et donc il n'y a pas de problème sur la prise en charge des personnes sourdes. Et en fait, si. Surtout que dans la culture sourde, ils ne vont pas forcément vous dire: «Non, je ne sais pas lire, non, je ne comprends pas». Ils vont toujours vous dire: «Oui, oui, c'est bon». Donc il y a cette difficulté-là, à avoir en tête, et ces représentations à surtout éviter. Et donc en plus de ça, nous avons une personne sourde qui sait lire, qui comprend ce qu'elle lit, mais la compréhension ne va pas être forcément la même, toujours à cause de cette histoire de bain de langage. Donc par exemple, on va lui dire: «Vous prenez votre comprimé après le souper». Le patient revient un mois après, il l'a pris avant de souper. Et on se dit: «Mais pourquoi? Il n'a pas de trouble cognitif, il comprend comme, vous et moi». En fait, pour lui, il va lire littéralement, prendre un comprimé après le souper. Donc pour lui, c'est: je prends un comprimé et après c'est le souper. Donc même quand le patient sait lire, attention à l'interprétation qui est faite par la personne. Donc ça, c'est un exemple, assez facile à comprendre, pourquoi il faut vraiment personnaliser ses parcours et pas se baser sur ce qu'on pense savoir. Donc il faut comprendre mutuellement nos besoins. Donc c'est-à-dire comprendre, les besoins du patient. Ça peut passer par l'aidant qui va être un vrai soutien si le patient n'est pas en capacité de communiquer ou qui peut compléter ou qui peut faire l'intermédiaire pour vraiment cibler ses besoins. Ça va être l'importance des outils quand il y en a, quand il y a nécessité, des outils qui vont faciliter la compréhension mutuelle quand, on n'a pas d'interprète possible ou qu'on ne l'a pas, quand on n'a pas la possibilité de faire lire des outils, et ça va être un soutien à la compréhension mutuelle. Et donc c'est cette compréhension qui va permettre de construire un parcours de soins personnalisé et adapté. Ce n'est pas forcément le patient, on se dit souvent: «C'est des patients, il faut qu'ils soient au premier créneau le matin». Non, mais en fait, pas toujours. Des fois, le premier créneau à 8 heures, c'est pas possible parce que le temps que la personne qui a mobilité réduite se prépare, prépare son compagnon et le transport, adapté, elle ne peut pas être là avant 14 heures. Voilà. Donc en fait, il faut sortir de ces, sentiers battus, de ces représentations qu'on a sur l'accompagnement des personnes avec handicap. Donc finalement, il faut réaliser que la personne avec handicap a une temporalité différente de la nôtre. Nous, on est le monde du soin où tout est programmé, où on a des certitudes. Il faut s'adapter aussi à la temporalité du patient en répondant aux impératifs organisationnels et donc c'est réfléchir ensemble, échanger ensemble. Ensuite, donc, c'est prendre en compte les spécificités du patient. Donc, pas partir de le patient sourd, ça va être tel type de parcours. Le patient avec handicap moteur, tel type de parcours. Non, c'est échanger. Alors vous, c'est quoi vos impératifs, vos besoins? Qu'est-ce qu'il est faisable et comment on peut y répondre? Comment on peut s'adapter au mieux en respectant nos organisations en place? Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément possible de faire à la carte à 100%. Et donc, finalement, quand on apprend à connaître un petit peu le médico-social, on se rend compte que nous, on est sur un projet de soins, là où les personnes avec handicap sont sur un projet de vie. Et l'idée, c'est d'arriver à concilier les 2 et c'est comme ça qu'on va arriver à construire un vrai parcours de soins personnalisé pour cette personne-là. Alors, je vais vous parler de quelques exemples concrets, un peu plus concrets de toutes ces idées, de toutes ces réflexions, comment on a essayé de, les incarner sur l'Oncopole Claudius Regaud. Donc on a mis en place un dispositif qui s'appelle Handicap et cancer. Le point central, ça a vraiment été ce partenariat sanitaire et médico-social. Donc on a fait, une coopération réelle, incarnée, avec un établissement médico-social, très important de notre, région. Donc vraiment incarné puisque, on communique toujours, on se voit régulièrement, on a fait des immersions croisées. Moi, j'ai fait des immersions de 3 jours dans le médico-social. Le médico-social est venu sur l'Oncopole Claudius Regaud. Et c'est vraiment essentiel. On peut avoir plein de bonnes idées, il y a plein de choses qui ont été construites déjà par d'autres établissements, mais finalement, la plupart du temps, c'est le sanitaire dans son coin ou le médico-social dans son coin. Donc finalement, on répond à ses besoins, mais les besoins croisés n'y sont pas et du coup, ça retombe comme un soufflé et on est un petit peu à côté de la plaque sur une partie des problématiques et c'est ce qui manquait un petit peu à notre sens, en tout cas, sur notre quotidien. Donc on a réalisé ensemble, médico-social et sanitaire, un guide de bonnes pratiques, d'accompagnement des personnes avec handicap sur la pathologie cancéreuse. Donc on peut dire les mots-clés, ça va être l'anticipation, ça va être le lien ville-hôpital, ça va vraiment être, la collaboration. On a monté des outils d'aide à la compréhension, à la communication, en partant du principe que, il y a des choses qui existaient déjà et très bien, donc ça ne sert à rien de les refaire et dans nos équipes,
on a fait en sorte en fait d'avoir des ateliers réguliers tous les mois ou tous les 2 mois selon les périodes, avec quelqu'un du médico-social qui est expert en facile à lire à comprendre et en CAA, communication alternative améliorée, qui vont être tout ce qui est pictogramme, photo, avec un mot qui soutient la compréhension. Donc en fait, on fait ces ateliers, c'est les services qui vont dire: «Moi, je travaille beaucoup sur ce document, je m'en sers tout le temps, je veux travailler dessus, je viens à cet atelier co-construire mes outils» et ensuite on le fait valider par des personnes avec handicap, qui permet d'avoir la mention FALC. Mais vraiment cette idée, c'est l'importance de faire relire par les personnes avec handicap et de ne pas travailler n'importe comment, puisqu'on peut se dire: «Ah, c'est facile finalement, j'ai regardé un tuto pour faire du facile à lire, à comprendre, c'est bon, je fais comme ci, comme ça». Non, c'est plus compliqué que ça, et pour bien faire des outils qui servent finalement réellement in fine, la participation des personnes avec handicap est essentielle. Donc ensuite, on a fait un programme de formation parce qu'on ne voulait pas faire de la formation sur le handicap uniquement ou sur le cancer. Le but, c'est pas ça. On s'est dit que ça ne servirait pas au quotidien puisque les patients avec handicap sont pas la majorité des patients qu'on accueille dans les établissements sanitaires. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est quoi les spécificités de la prise en charge du patient avec handicap sur le cancer? Un exemple, ça va être sur certaines déficiences intellectuelles, une propension à faire des fécalomes et nous, derrière, on va donner de l'Emend pour limiter les nausées sur certains traitements par chimiothérapie. Si on ne le sait pas, finalement, on n'en prend pas compte dans la prise en charge du patient et ça peut être catastrophique. Donc, c'est vraiment toutes ces spécificités qu'on ne connaît pas, puisqu'on n'est pas forcément des experts du médico-social, on n'a pas tous une expérience. Et moi, en tant qu'infirmière de métier, je n'ai pas eu de formation sur le handicap dans ma formation initiale. Et donc, en interne, on a monté un parcours dédié pour ces patients-là, avec une ligne téléphonique et un mail dédié, vraiment pour inclure tous ces patients avec handicap qui sont identifiés. L'idée étant de les inclure le plus précocement possible. Ce dispositif handicap et cancer peut être sollicité avant une première venue en externe par les structures, par les patients, par les aidants, mais ça peut aussi être en interne par tout professionnel de l'oncopole, aussi bien une secrétaire qu'un médecin, qu'une infirmière, qu'une aide-soignante, tout professionnel au contact des patients qui pense qu'un patient peut bénéficier d'être inclus dans le dispositif, peut le solliciter et dire: «Voilà, j'ai tel patient, je pense qu'il faudrait l'inclure». Donc ensuite, d'inclure, ça nous permet d'avoir une identification dans notre dossier patient informatisé et donc de l'identifier dès qu'on ouvre notre DPI. Et puis aussi, chaque service a une requête tous les lundis qui arrive dans les boîtes mail identifiées, qui va permettre de dire: «Voilà, sur les 15 prochains jours, vous attendez tel patient à telle heure, à tel rendez-vous et voilà les spécificités». Donc ça permet d'anticiper quand c'est possible la venue des patients et puis quelque chose de très simple, hein, on n'a pas forcément besoin d'être formé. Rien que de déjà savoir qu'on va accueillir un patient avec handicap, de le savoir à l'avance, ça va changer l'accueil du patient, même si des fois, beh, finalement: «Ah bah oui, mais on n'a pas trop les moyens là d'adapter plus que ça». De savoir, ça change tout pour les patients. Ils sont attendus. Voilà. Donc ensuite, on a mis en place un site internet handicap et cancer pour partager ce qu'on fait. Le but, c'est de diffuser, de faire profiter à tout le monde de ce travail qu'on a mis en place. Donc il y a une médiathèque pro sur laquelle on peut s'inscrire gratuitement et avoir accès à tous les documents, les télécharger, les utiliser, nous faire des retours aussi, c'est important. On a tous les mêmes problématiques, donc vraiment, c'est voilà, échanger ensemble. C'est pour ça aussi aujourd'hui, grâce à Onco-Occitanie, que je peux vous faire un retour sur ce qu'on a pu essayer de mettre en place sur l'Oncopole. Je vais vous montrer quelques exemples de prise en charge qu'on a pu faire rapidement. J'en ai 2 en tête, comme quoi il n'y a pas forcément besoin de moyens phénoménaux. Une fois, le dispositif handicap et cancer a été sollicité en RCP. Donc on a été invité à la RCP. Une patiente avec trouble du comportement, on avait besoin de lui faire dans le cadre de son bilan d'extension un scanner APC et c'était ça vraiment le mieux, le plus indiqué. Il fallait vraiment arriver à le faire. Et finalement, avec cette culture médico-sociale qui nous baigne un petit peu grâce à notre collaboration vraiment proche, on a pu se dire: «Ah mais en fait, cette personne, elle vit à domicile, mais elle a peut-être une infirmière à domicile, elle était phobique des aiguilles et en plus elle supportait pas d'attendre. Comment on peut faire?» Et une infirmière libérale, oui. Est-ce qu'elle peut lui poser le cathéter à la maison? Parce que finalement, s'il est posé à la maison en cadre sécuritaire, ah ben oui, ça serait possible, ça c'est envisageable, ça elle y arriverait.
OK, le cathéter a été réglé. L'attente. Est-ce qu'elle a des objets transitionnels? De quoi elle aime parler? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle aime faire? Et de fil en aiguille, on a réussi à constituer dans la salle d'attente du scanner, à lui mettre les choses à disposition qu'elle aimait, etc., à créer un espace sécuritaire pour elle d'attente. Donc finalement, on a réussi à faire cet examen qui était essentiel pour les médecins pour sa prise en charge. Un autre exemple, une chirurgienne m'appelle, j'ai une patiente qui est autiste et je lui ai parlé d'handicap et cancer. Finalement, bon, elle trouve que non, il n'y a pas besoin, ça va. Donc tu veux pas la rencontrer, donc je vais voir la patiente. Elle était comme vous et moi, handicap invisible au premier abord. Elle travaillait, divorcée, 2 enfants, accompagnée de sa maman. Et donc je lui dis: «Bon, vous avez des expériences vous avez déjà été opérée?» «Ah bah oui, j'ai eu 2 césariennes pour mes enfants». Bon, c'est vrai que, juste avant d'être endormie, ça a été très, très, très compliqué à chaque fois avec, une angoisse majeure où je m'arrachais les cheveux, voilà, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous aider? «Ah, c'est vrai que si ma mère m'accompagnait jusqu'à ce que je dorme, je retomberais». «Ah d'accord, bon ça facile, un coup de fil au bloc, on a pu organiser que la maman l'accompagne jusqu'à ce qu'elle dorme dans la salle de bloc». Et puis comme on déroule la pelote, les gens parlent finalement. Oui, mais c'est vrai aussi que, avec l'anxiété, il faudra me rappeler tout le temps, les consignes préopératoires, sinon, beh, je vais oublier avec le stress et je vais manger, je vais pas faire ce qu'il faut. Donc du coup, en fait, le service de chirurgie qui l'accueillait a mis en place dans sa chambre, les consignes préopératoires en facile à lire, à comprendre et les a affichées et donc la patiente a pu s'y référer tout le long de son attente avant d'aller au bloc et finalement tout s'est très bien passé. Donc là, on voit que finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour, mettre en place des actions qui facilitent les parcours patients et qui facilitent aussi finalement derrière la prise en charge par, les soignants, hein. Tout ça, c'est du gain de temps et puis une relation soignant-soigné apaisée, parce que je pense que tout le monde s'y retrouve quand on peut vraiment personnaliser cet accompagnement. Et donc pour finir, je vais vous donner quelques derniers tips pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors c'en est quelques-uns parmi beaucoup de ressources, hein. Si vous voulez essayer d'améliorer vos pratiques, si vous cherchez des outils, vous avez bien entendu Santé BD qui est incontournable pour ces ressources. Vous avez également Medipicto, l'application qui avait été créée par la PHP, qui est très bien faite. Vous avez donc le site Handicap et Cancer, où vous pouvez trouver donc les outils que nous avons faits à notre niveau. Et puis, bien évidemment, Handy Connect, voilà. Il y a beaucoup de ressources qui sont trop souvent méconnues, donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, je pense qu'on est dans les temps. C'est parfait, impeccable au niveau du temps. Merci beaucoup Anne-Cécile. Donc, je vais passer la parole à nos 2 autres intervenants, le docteur Sadjé et Madame Neumann, pour les laisser nous parler de leur de Oncodéfi. C'est à vous. Et pareil, vous avez 20 minutes. Alors, voilà. Là, on voit pas. D'accord. Merci de nous avoir invités et de nous donner l'occasion de parler de l'association Codéfi. J'ai beaucoup apprécié la consacration précédente. Je trouve que dans vos ressources, vous auriez pu citer aussi le site Oncodéfi, parce qu'on donne aussi quelques indications sur ce sujet. Voilà. Alors, d'abord, je vous présente Oncodéfi. Ensuite, Élodie va vous parler de l'expérience qu'on a d'accompagnement dans les institutions médico-sociales. Alors, Oncodéfi, je ne serai pas très long là-dessus, hein. Oncodéfi, c'est cette image de trèfle avec d'abord un travail de documentation qui a duré plus de 20 années sur le sujet, complété par des recherches que je vais vous présenter ensuite, et les deux sont au service du troisième, c'est-à-dire l'accompagnement aux soins. Je passe vite sur la documentation, mais on vient de recevoir un soutien de la Ligue nationale contre le cancer pour monter un site qui permettra d'accéder aux données qui sont extrêmement dispersées et rassemblées nulle part. Voilà. Donc ça, c'est pour tout le monde, depuis les personnes déficientes intellectuelles avec une présentation adaptée, jusqu'aux professionnels du handicap, médecins et y compris chercheurs. Alors, dans le même sens, voilà 3 outils qu'on a
construit pour les personnes déficientes intellectuelles, 3 livrets. Le premier qui explique le trajet de cancer pour aider les soins. En ce sens, je pense qu'il pourrait être utile vous pourriez le citer dans votre présentation. Ensuite, il y en a un second, je parle à Claudius Régolin. Le deuxième carnet, il explique le dépistage qui est malheureusement pas suffisamment évoqué et pratiqué chez les personnes déficientes intellectuelles. Et le troisième qu'on vient de terminer cette année, il est plus en amont puisqu'il concerne la prévention primaire. Et pour finir, je vais parler de nos recherches. Alors, bon, en fait, notre façon de travailler, c'est que toutes les actions qu'on mène, tout ce qu'on fait, on s'appuie énormément sur la littérature disponible et sur les recherches qu'on fait, quand on considère que certains points ne sont pas suffisamment documentés pour bien solidifier les actions qu'on est amené à faire. Alors la première, elle dure depuis 12 ans, elle s'appelle CHILD, et elle établit la répartition des cancers chez les personnes déficientes intellectuelles. Et elle a été aussi conçue, c'est une étude interventionnelle financée par l'INCa, pour réduire les écarts diagnostiques. Voilà, donc c'est la base et elle permet de préciser, de contribuer à préciser la répartition des cancers qui n'est pas encore totalement documentée. La deuxième étude, INDEP, elle s'est basée sur une grosse enquête INSEE faite dans 1500 établissements médico-sociaux et elle a permis de voir la participation au dépistage et de voir la répartition des cancers encore une fois. Et d'ailleurs, confirmer ce qu'on observe en population, enfin ce qu'on observe dans les études épidémiologiques faites à l'étranger. Ensuite, l'étude INDI, écoutez, c'est une étude qu'on fait cancer par cancer. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par ça, dire que tout ce que nous faisons ne concerne que la déficience intellectuelle, mais au sens large. Ça veut dire que s'il y a une comorbidité motrice, on l'inclut, une comorbidité psychiatrique, on l'inclut, idem, sensoriel, etc. Par contre, si la personne ne présente qu'un problème psychiatrique pur, on n'a pas ni les moyens ni les connaissances suffisantes pour gérer. Voilà. Alors, Jindy, ensuite Adican. Alors, Adican, on l'a décidé, on l'a voulu parce qu'on se disait, bon, ok, dépister les cancers, d'accord, mais est-ce qu'au troisième âge, enfin, quand les personnes sont vieillissantes, on retrouve toujours ces cancers et on n'avait aucune donnée pour pouvoir y répondre. Donc, on a travaillé avec une équipe de Suède à Lund, à l'université de Lund, et on a constaté qu'effectivement, à cet âge-là, après 60 ans, 55-60 ans, on continue d'avoir la même prévalence de cancer qu'en population générale. Une étude un peu à part et qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'étude OZO pour obstacle aux soins, et qui a évalué à partir de 50 interviews menées auprès de médecins oncologues, infirmiers en oncologie, familles et aidants professionnels, ce qui fait difficulté du parcours de soins. Voilà. Et donc, ce travail a déjà été publié une fois, il va l'être, 2 autres publications devraient sortir. Voilà. Ça, on l'a fait parce qu'on avait constaté qu'il y avait beaucoup de difficultés de traitement. Voilà. Ensuite, on a fait l'étude ACERCA. L'étude ACERCA, elle avait pour but d'évaluer les connaissances des cancers et le ressenti du cancer, c'est-à-dire est-ce qu'on a peur du cancer et à quel degré on a peur du cancer par les éducateurs. La raison, c'est que c'est eux qui transmettent, c'est eux l'interlocuteur privilégié et le plus constant des personnes déficientes intellectuelles. Et s'ils ne sont pas de connaissances sur le cancer, de comment le dépister, comment alerter, comment le prévenir, on n'obtiendra pas de résultats avec les personnes DI. Et donc, on a travaillé sur 11 sites français, du nord au sud et de l'est à l'ouest, pour distribuer 1033 questionnaires, plus des focus group. Et on a fait ce travail en collaboration avec l'université de Chester en Angleterre,
parce que le questionnaire qu'on a utilisé, c'était celui d'une chercheuse, Debbie Wyatt, de cette université. Et dans la foulée, on a comparé les connaissances en Angleterre et en France, qui ne sont pas si différentes. On a déjà nos premiers résultats. Elles ne sont pas si différentes, bien que les systèmes de prise en charge médico-sociale ne sont pas exactement superposables. Voilà, c'est intéressant. Une étude qui nous intéresse beaucoup, qui nous plaît beaucoup, et Élodie est là pour en parler avec vous, si jamais vous voulez le savoir. L'étude a pris plus de 600 participants, déficients intellectuels moyens et légers, pour évaluer s'ils étaient capables d'apprendre, de mémoriser, de comprendre, de mémoriser des notions de santé et de les mettre en pratique. Voilà. On a fait ça aussi, encore une fois, une collaboration. Tout le monde n'est pas... Il n'y a pas tout en France, hein, donc on a été obligé là d'aller en Suisse, parler avec le professeur, collaborer avec le professeur Geneviève Petit-Pierre de l'Université de Fribourg, qui est une super spécialiste de l'apprentissage chez les personnes déficientes intellectuelles et qui nous a beaucoup aidés. Et alors, on a les résultats, on vient de recevoir ce matin les résultats du méthodologiste qui nous dit que les résultats sont étonnamment bons. Il ne pensait pas. Et qu'à 1 an, les gens ont quand même vraiment fait un progrès significatif, statistiquement significatif, d'apprentissage et de mémorisation. Voilà. Puis ensuite, on est en train de mener une étude sur les difficultés qu'éprouvent les manipulateurs radio pour les mammographies. Et puis, entre-temps, c'est vrai qu'on a travaillé sur les différents cancers, côlon, sein, mélanome malin, les cancers dans le polyhandicap, etc. Voilà. Je m'arrête et je passe la parole à Élodie. Allez, vous restez comme ça, Élodie? Oui, c'est bon. Oui, c'est gentil, merci. Donc, comme l'a expliqué Dr Sadje, au Codéfi, nos actions sur le terrain, elles sont nourries par la recherche. Et du coup, les accompagnements, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, dès 2013, on s'est rendu dans les établissements médico-sociaux pour parler du dépistage des cancers. Et assez rapidement, il est venu la nécessité de faire une étude sur l'évaluation des besoins des établissements médico-sociaux dans lequel un résident est touché par un cancer. Donc, cette étude, c'est ARI, et elle a été soutenue par la fondation Malakoff Humanis. Donc, une infirmière à mi-temps a travaillé durant 1 an et elle s'est fait aider par 2 bénévoles, une cadre du secteur médico-social à la retraite et une autre cadre à la retraite, cette fois d'un centre de cancérologie. Donc, cette étude elle a permis de la création du dispositif ISCAO, donc pour infirmiers de soutien au cancer dans toute l'Occitanie, et qui a été soutenue par l'Agence régionale de santé d'Occitanie. Donc, l'étude ARI, qu'est-ce qu'elle a révélé? En fait, elle a révélé qu'il y avait vraiment un besoin de documentation sur le cancer et sur les spécificités du cancer des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, une nécessité de meilleure connaissance de la situation du patient et du résident, savoir comment va évoluer la maladie, quels sont les soins qui seront nécessaires à faire au sein de l'établissement médico-social et comment répondre aux besoins du malade. Il y a aussi eu des demandes par rapport à la mise en relation avec des spécialistes qui n'étaient pas connus des établissements médico-sociaux, notamment lors du diagnostic. Aussi un besoin de facilitation des échanges avec les équipes d'oncologie, parce que, comme ça a été évoqué, des fois, la communication n'est pas facile parce que ce n'est pas le même langage utilisé. Et enfin, il y avait un besoin de coordination de l'équipe médico-sociale avec les autres acteurs du parcours de soins, notamment l'HAD, les infirmiers médicaux, l'infirmière de coordination, etc. Maintenant que depuis que l'équipe ISCAO existe, nous avons fait 54 accompagnements et je vous propose de présenter en fait les demandes qui ont été faites, les demandes qui ont initié l'accompagnement, donc les demandes faites par les établissements médico-sociaux. Donc, bien sûr, chaque établissement peut avoir différents besoins, bien sûr. Donc, le principal, c'est vraiment l'information sur la pathologie du résident, des éclaircissements. Après, un soutien global de l'équipe. C'est souvent des directeurs ou des chefs de service ou des infirmières qui avaient besoin d'un soutien extérieur pour l'équipe éducative qui était en souffrance suite à l'annonce d'un diagnostic de cancer d'un de leurs résidents. Ensuite, il y a des demandes d'aide à la communication avec l'équipe d'oncologie.
une information spécifique sur les soins palliatifs, parce qu'on a vu qu'il y avait des diagnostics tardifs de cancer. Ce qui est assez étonnant par rapport à l'étude d'Harry, c'est la compréhension. Ils veulent savoir la compréhension par la personne DI sur sa maladie. Souvent, suite au diagnostic, la personne qui a une déficience intellectuelle ne réagit pas comme on l'attend. Et du coup, nous, il est demandé d'apporter un éclairage sur ça. Ensuite, le problème de la coordination avec les professionnels de soins. Et enfin, l'évaluation et les traitements de la douleur. Nous, ça nous étonne en fait qu'on ait si peu de demandes en rapport avec ça, mais c'est la réalité des faits. Maintenant, je vous propose de vous montrer les besoins identifiés par l'équipe ISCAO parce que nous nous rendons dans les établissements médico-sociaux. Nous faisons une réunion d'1 heure, 1h30 avec les professionnels du secteur médico-social. Et suite à cette réunion, se dégagent des besoins que nous avons identifiés, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui ont initié la demande. Donc, il y a l'information de la maladie, c'est le cas, mais ça tourne souvent autour du pronostic de la maladie. Comment réagir face aux symptômes liés à la pathologie, symptômes liés aux effets secondaires de la chimio. Et on se rend compte qu'il y a une réelle nécessité de partage de l'information médicale, qui n'est pas toujours évidente dans les établissements médico-sociaux. Ensuite, finalement, la gestion de la douleur est une vraie problématique que nous rencontrons souvent, parce qu'elle peut être très bien évaluée, mais dans certains établissements, elle n'est pas très bien évaluée parce que les personnes qui ont des déficiences intellectuelles expriment leur douleur de manière très spécifique. Et si on ne connaît pas ces spécificités, eh ben, la douleur n'est pas soulagée, les antalgiques ne sont pas donnés. Et ensuite, on s'est rendu compte que l'équipe éducative avait besoin d'avoir un rôle dans ce parcours de soins qui n'est pas toujours évident à trouver, et on apporte un peu un éclairage. Donc, par rapport à l'analyse, on a analysé en fait les accompagnements. Donc, on a pu les cibler on a pu les classer. Donc, 31 qui sont suivis, c'est des suivis plutôt courts, et 23 vraiment des accompagnements sur le long terme. Donc, en fait, les accompagnements, on s'est rendu compte en fait que ça a permis d'apporter vraiment une clarification de la situation, aussi bien du côté de l'information, de la gravité, du pronostic, mais surtout, ça a permis d'apporter une évaluation objective à la situation. Et grâce à cette évaluation objective, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une réduction des tensions au sein de l'équipe elle-même. Parce que ce soit auprès de l'équipe paramédicale et éducative, mais au sein de l'équipe éducative elle-même, notamment, par exemple, dans le cadre d'une prise en charge palliative, est-ce qu'on garde le résident avec nous jusqu'au bout? Est-ce qu'on l'accompagne dans une unité de soins palliatifs? Voilà, ce genre de problématique. Et en fait, les éducateurs, ils témoignent souvent suite à ces entretiens d'un sentiment de culpabilité, de ne pas avoir vu les signes ou de ne pas avoir su les signaler à l'équipe paramédicale. Donc, ça aborde tout ce genre de points importants pour nous. Il y a aussi le diagnostic de la douleur, donc on en a déjà un petit peu évoqué, l'évaluation et les traitements. Et ce qu'on apporte, c'est il y a des grilles d'évaluation de la douleur qui sont très spécifiques à la personne déficiente intellectuelle, donc on aide à la mise en place. Après, l'anticipation des contacts pour une éventualité pour les soins palliatifs, ce n'est pas toujours facile à comprendre. La remise de documents élaborés, donc Dr Sadje vous en a exposé quelques-uns, et là vous avez la couverture du carnet de liaison qui donne vraiment la place aux éducateurs pour mettre ce qui se passe en intercure. Et enfin, la coordination et l'articulation avec les différents acteurs de santé, que ce soit des spécialistes, les médecins généralistes, etc. Voilà, merci Élodie. Je reprends la parole simplement pour conclure qu'il reste d'importants progrès à faire pour offrir aux personnes qui ont une déficience intellectuelle des soins équivalents à ceux dans la population générale. Et je voudrais ajouter que on considère, et moi particulièrement, que ce qui est fait à Claudius Rego, c'est très important comme démarche pour vraiment permettre à ces personnes d'être soignées comme il faut. Voilà, j'ai terminé. On a laissé en orange quelque chose si des gens souhaitent nous contacter. Et je vous remercie. J'espère qu'on n'a pas trop débordé le temps imparti. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation. C'était parfait au niveau du timing et il nous reste une vingtaine de minutes même pour les échanges et les questions. Donc, je ne sais pas si... moi, je n'en ai pas vu, mais il y a peut-être d'autres questions qui sont arrivées, donc n'hésitez pas. Alors, vous avez deux solutions.
ou vous n'avez pas envie de prendre la parole et ça s'entend parfaitement, et auquel cas vous les écrivez dans le chat et on se chargera de les poser pour vous. Ou n'hésitez pas à lever la main et on vous donnera la parole. Alors, pendant je vois qu'Audrey, on a une première question. Ouais. Je ne sais pas si vous la voyez, de la part d'Audrey. Alors, question, j'ai une petite oui, non, si, c'est pour Oncodéfi. Bonjour, votre dispositif accompagne-t-il les patients à domicile? C'est vrai que vous avez parlé des institutions, mais est-ce que ça s'applique aussi pour le domicile? Alors, on le ferait si on nous le demandait. Mais vous savez bien que, par exemple, nous, on est déficience intellectuelle, donc comprenez tout ce qu'on dit au sujet de la codification. On n'a pas accès aux familles directement. Donc, quand on nous demande quelque chose via une famille directement, on le fait. Mais là, on n'est pas une grande troupe comme Colus Rego, on est une petite équipe et ça nous occupe déjà énormément, rien que les institutions. Il y a quand même 13 départements. Voilà, mais on le ferait volontiers si on nous en faisait la demande et si tout est très cloisonné, et si on nous en donnait les moyens. Mais ça serait même avec plaisir parce qu'on a bien vu dans tous les cas, les plus de 300 cancers qu'on a vu chez les personnes déficientes intellectuelles dans l'étude Child, on a bien vu que parfois à domicile, c'est vraiment parfois des situations extrêmement avancées, c'est un peu effrayant des fois, voilà. Donc on le ferait volontiers. Merci beaucoup de votre réponse. Alors, pour le moment, je ne vois pas de main levée, mais n'hésitez surtout pas à lever la main ou à mettre vos questions dans le chat. Du coup, j'aurais une question pour Anne-Cécile Rouanet sur ta première présentation. Alors, c'est bon, t'as enlevé toi. Je te voyais pas, c'est pour ça. Est-ce que tu sais, toute la démarche que vous avez fait ici à l'Oncopole et qui est remarquable et qui effectivement aide beaucoup au quotidien, les praticiens, les cliniciens et les patients et tous les professionnels, est-ce que tu sais s'il y a d'autres établissements qui vous ont suivi ou qui ont fait aussi un peu la même chose? Est-ce que ça a rayonné, l'expérience toulousaine? La même chose, pas pour l'instant, mais il y a quand même beaucoup de démarches là qui se lancent et c'est vrai qu'on a été contacté par pas mal d'établissements en dehors de la région Occitanie, même pour qu'on les soutienne dans l'impulsion d'une démarche. Il y a l'ARS Aquitaine qui aimerait qu'on accompagne Bergognier et le CHU pour s'inscrire dans une démarche similaire. Il y a la Franche-Comté aussi. Et puis nous, à notre petite échelle, c'est vrai qu'on a des coopérations territoriales déjà ancrées. Et donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à accompagner ceux qui le souhaitaient sur déjà ne serait-ce que la région. Donc on va essayer de s'y lancer en 2024-2025 puisqu'on a recruté quelqu'un à 80% sur le dispositif et que ça va nous aider justement à pouvoir libérer du temps pour aller dans les établissements parce que je pense que le contact est vraiment important au-delà de l'accessibilité des documents sur le site. Donc voilà, mais on a des contacts et des gens qui souhaitent effectivement initier ce genre de démarche et ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Bon, c'est une super nouvelle que c'est bien de pouvoir s'inspirer les uns des autres quand il y a des bonnes démarches dans les établissements, que les autres aussi puissent s'en emparer parce que garder les choses pour soi n'est pas une bonne idée. C'est bien de pouvoir diffuser. Alors, je vois qu'il y a une autre question qui c'est de la part du DAC ariégeois, du DAC 09. Alors, en tant qu'équipe de soins palliatifs d'un DAC, nous sommes souvent sollicités par les institutions médico-sociales pour des problématiques liées à l'évaluation de la douleur, mais nous sommes limités dans nos actions par manque de formation. Par quels moyens pourrions-nous nous former? Donc là, je vous laisse répondre tous les trois en fonction de qui se sent de répondre. Bon. Alors, pour ce qui concerne la déficience intellectuelle, nous, on ne peut parler que de ça. Nous, on est en train de monter un certain nombre de cours parce qu'on est en train de reproduire l'association Oncodéfi dans la région Nord et dans la région Est. Et pour ça, on doit faire bénéficier des personnes qui ont
qui souhaitent le faire, qui vont venir se former à Oncodéfi de notre expérience, à la fois livresque et pratique. Et donc, on abordera cette question des soins palliatifs. On s'est nous-mêmes formés plusieurs fois par des équipes de soins palliatifs spécialisées. Ça, c'est des gens en Suisse, hein, une équipe suisse parce qu'on ne trouvait pas en France. Et donc, on pourrait très bien proposer à quelqu'un, enfin personne qui le souhaite, de venir partager notre savoir sur la déficience intellectuelle, mais que sur la déficience intellectuelle. Voilà. Mais les gens du DAC peuvent nous contacter et puis on peut discuter de quelle façon. Tout est prêt chez nous. On a un local spécial maintenant organisé, on a un directeur adjoint qui coordonne justement ces choses-là. Et on pourrait l'envisager. Alors, ça ne sera pas prêt demain, mais on a les moyens de mettre tout ça en disponibilité. Voilà. Anne-Cécile, est-ce que de ton côté, tu connais des formations que… Alors, je sais que c'est une grosse question dans le médico-social. Hein, donc après, à part les formations standards proposées autour des soins palliatifs, c'est Oncodéfi qui pourrait être notre réponse sur la déficience intellectuelle. Après, je pense que pour les autres types de handicap, les formations standards peuvent probablement répondre aux besoins. Pour les personnes déficientes intellectuelles, on avait participé au groupe de travail européen organisé par Irène Truffré-Vigne, qui était vraiment la grande représentante de ces questions de cancer chez les personnes déficientes intellectuelles en Europe, dans 13-14 pays, je ne sais pas. Et donc, ce qu'on peut déjà répondre aux gens du DAC, c'est qu'il y a un livre blanc qui s'est créé, livre blanc des soins palliatifs aux personnes déficientes intellectuelles, qui est un excellent document auquel ils peuvent se référer parce que ça décrit les vraies situations, pas celles théoriquement imaginées dans un bureau, mais rencontrées par des familles, par des professionnels. Voilà. Et vous pouvez le trouver sur notre site internet, oncodéfi.org. Et si vous voulez nous contacter aussi, vous pouvez le faire via le site internet. Alors, sachant que de toute manière, ce webinaire sera disponible en replay et les présentations Oui, seront aussi accessibles sur le site internet et il y a les contacts dedans. Super. Juste, je reviens vers monsieur Sadjé et madame Neumann. Les livrets que vous nous avez montrés au début, voilà, par rapport à mon parcours de soins, le dépistage, la prévention, les examens, est-ce que ce sont des choses qui sont disponibles et qui peuvent être aussi distribuées dans les hôpitaux ou, voilà, ou dans les autres structures, ou c'est quelque chose voilà, que vous distribuez vous, ou voilà, est-ce que ça peut être diffusé de façon et des outils utilisables ou pas? Ce sont alors c'est pas encore sous forme internet, donc ça n'existe que sous forme de documents papier. Le dernier va partir à l'impression la semaine prochaine, mais enfin donc tous les trois vont être très bientôt, enfin les deux premiers en tout cas depuis des années. Ils sont distribués gratuitement. On a un financement pour ça, on a des financements pour ça. Quand les financements s'arrêtent, la distribution s'arrêtera, on verra bien, à moins qu'on trouve un sponsor qui veuille prolonger. On les envoie gratuitement aux personnes qui nous font la demande. Ça nous permet d'établir des contacts avec, justement, et de faire des riches rencontres, de savoir quelles sont les demandes, de savoir quelles sont les expériences dans toute la France. Voilà. Oui, mais si un service hospitalier nous le demande, on l'envoie au service, vous voyez. Bien sûr. Il n'y a pas de généralisation comme ça, mais… Quand une personne demande pour elle-même, on envoie 1, 2, peut-être 3, mais quand on a fait le tour de France, avec le premier, on a fait le tour de France, on a visité, je ne sais pas combien, enfin, moi j'y étais qu'une fois à Lyon, mais ça a été amené au moins 10, 20 exemplaires dans les plus grands centres anti-cancer de France, hein. Et même par exemple, j'y étais aussi à Saint-Étienne, etc. Bon, pas tous, parce que ça représentait une grosse dépense d'argent pour diffuser tout ça et qu'on est limité financièrement. Mais bon,
ils sont accessibles aux gens qui nous le demandent, mais on n'en a pas des quantités astronomiques. On ne pourrait pas en envoyer 50 exemplaires comme ça dans un hôpital, à moins qu'on fasse une impression, une énorme quantité, et qu'à ce moment-là, dans le même paquet, on lui dise, ben voilà, on en veut 20 000, et puis on l'envoie dans tous les centres anticancéreux, par exemple, hein, et équipe oncologique hospitalière. Alors, ils sont accessibles. Du coup, je vais faire un petit appel du pied à l'équipe donc Occitanie, et en particulier à Marine et à Nathalie Brousse. Il y a peut-être aussi voilà, des petites choses à faire côté Onco-Occitanie et groupe de soins de support, mais surtout Onco-Occitanie, pour créer des choses aussi sur de bases d'informations, de partage d'informations. Enfin, sur le site Onco-Occitanie. Enfin, je ne sais pas, voilà, je sais pas ce qu'en pense l'équipe, mais je pense que ce serait bien aussi pour que les professionnels de santé puissent aussi avoir, au-delà du webinaire que nous faisons aujourd'hui, mais avoir des documents ou des choses, ou en tout cas des moyens de se renseigner, des informations. Je ne sais pas, Marine, si c'est possible, mais je pense que c'est peut-être une piste à explorer. Oui, oui, c'est déjà une piste qu'on avait en tête, et en effet, il faut qu'on avance ensemble vers… Occitanie peut nous donner de l'argent pour qu'on en fasse imprimer, qui sera strictement utilisé pour l'impression, mais comme vous voulez. Hein, c'est comme vous voulez. On en rediscutera. Je voudrais ajouter que ces livres-là ont été faits en parfaite collaboration avec les personnes déficientes intellectuelles, puisque c'est elles qui décidaient des scénarios, c'est elles qui décidaient de la façon de raconter les choses, même le nom, le prénom, comment la personne s'habille, quel est son physique, etc. Et d'ailleurs, on a fait un film avec le soutien de la Ligue nationale contre le cancer. On a fait un film qui rapporte comment s'est construit ce livre au fil, parce que le dernier, il a pris 1 an et demi, hein, ou un peu plus. Et comment on a interagi avec les personnes déficientes intellectuelles. Et je dois dire que notre expérience avec Amael, c'est que c'était beaucoup plus riche grâce à leur rapport que nous, on l'avait imaginé au départ, en connaissant quand même un petit peu ces choses-là, mais vraiment, elles ont apporté quelque chose de vraiment pleinement informatif et pleinement vécu, vous voyez. Voilà, c'est juste pour faire de la pub. Okay. Et du coup, juste une autre question. Bon, il n'y a pas de questions dans le chat, donc je me permets de vous poser des questions. Juste Anne-Cécile aussi, voilà, dans cette démarche aussi de communication autour du travail, est-ce que tout le travail qui a été fait à l'Oncopole a fait l'objet d'une publication pour justement voilà, faire connaître, parce que ça, c'est aussi des choses qui peuvent être mises à disposition pour que les gens puissent voilà, s'en inspirer. Est-ce que tu as réussi à publier quelque chose là-dessus? Alors, pour l'instant, on n'a pas publié. On a eu pas mal d'articles, d'interventions, de choses comme ça. On aimerait se lancer sur le projet de recherche par rapport à ce qu'on a mis en place. Donc ça, c'est dans les tuyaux pour cette année aussi. Voilà. Super. Hop. J'ai une petite question aussi de mon côté, j'en profite. Anne-Cécile, vous avez parlé d'un travail collaboratif pour rendre des documents déjà utilisés en interne beaucoup plus accessibles. Finalement, le process prend combien de temps? Ça va dépendre du temps de travail, surtout des équipes avec la personne qui aide à faire le document initial. Ça va être des allers, alors une rencontre obligatoire à la base pour vraiment comprendre les besoins, qu'est-ce qu'on veut dire ou pas dessus. Et ensuite, une fois que c'est validé du côté des soignants sur le contenu, il y a bien tout ce qu'on veut, ça va être, on passe par un tiers-lieu associatif. Et donc, du coup, ça, c'est assez rapide finalement, puisqu'ils se réunissent tous les jours. Donc, finalement, en 1 mois, si tout va vite, le document peut être validé FALC. Voilà. Ça va dépendre du type de document, mais honnêtement, on n'a jamais mis 6 mois à valider un document, quoi, hein. C'est assez rapide. D'accord. Et la typologie de documents, les sollicitations, vous en avez beaucoup en intra-établissement? Oui, j'ai jamais eu un atelier où j'avais des créneaux vides. On va avoir des documents pour l'hématologie où il y a
c'est là où on a le plus de patients avec déficience intellectuelle à l'heure actuelle identifiés, où ça va être pour expliquer les consignes en hémato-protégés, où ça peut être vraiment assez compliqué, sur les aliments, ce que j'ai le droit ou pas, sur les consignes d'hygiène aussi. Ça peut être des demandes sur un service de consultation pour expliquer les biopsies transrectales ou transpérinéales dans le cadre du cancer de la prostate. Ça va être des demandes très, très variées. Ça va être des tableaux de communication pour le bloc opératoire, pour la salle de réveil. Et puis souvent, les équipes disent « Ah ben oui, mais en fait, ça va me servir pour d'autres patients. » Tableau de communication en salle de réveil. Bah oui, mais en fait, tous ceux qu'on extube, qui ont du mal à parler, on avait du mal à communiquer avec eux. Et c'est ça qui permet finalement de démocratiser ces outils et de s'en servir le jour où on a le patient avec handicap. Et donc, on essaye, c'est pour ça qu'on part des outils qu'on utilise le plus. Ça permet de les utiliser régulièrement. Et en radiocénologie, par exemple, pour les diagnostics cancer du sein, on a un document sur la biopsie du sein. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a plus que le document en FALC qui est utilisé. Il n'y a plus le document qu'on utilisait avant pour les patients sans handicap. Et donc, on n'utilise que celui-là. Au moins, on est sûr de ne pas passer à côté d'un patient qui a des troubles de la compréhension. Et c'est comme ça qu'on fait vivre les outils. On a une dernière question à laquelle il va falloir répondre rapidement parce qu'il nous restera 3 minutes après pour conclure. Question de Christine Préaubert-Sicot, qui est infirmière. Merci pour vos présentations. Est-ce que vous sensibilisez aussi les professionnels de santé et du médico-social lors de leur formation initiale? Parenthèse, IFSI, interne en médecine, etc., étudiants en pharmacie, autres. Enfin, est-ce qu'il y a une dynamique de sensibilisation? Absolument. Il y a une dynamique qui a été mise en place par Marc Palpaquer. Venez juste au micro, Marc, juste qu'on vous voit. Quand vous voit, si... Voilà, Marc, qui est le directeur adjoint de l'association, a initié depuis 2 ans une information dans les écoles d'infirmiers, dans les écoles d'aides-soignants de la région Occitanie. Et les élèves infirmiers grâce à ce, on l'a fait parce qu'on s'est rendu compte que les gens du médico-social ne sont pas du tout au courant de ces questions, la douleur, la prise en charge, etc. Donc voilà, ça fait 2 ans, Marc. Hein, oui. Ouais. Moi, chez les travailleurs sociaux, et on initie, on a déjà commencé aussi la même action auprès des étudiants travailleurs sociaux, de sorte à créer une cohorte en Occitanie de personnes qui sont pleinement formées au moment où ils prennent leur formation et en situation d'apprentissage. Parce qu'après, quand on est plus âgé, on est moins ouvert, moins en aptitude. Mais là, c'est leur job d'apprendre et on a la chance que ça ait du succès, que ça intéresse et que ça soit redemandé d'année en année. Voilà. Donc, ça répond à votre question. Je pense que oui. Voilà, il nous reste avec Marine 2 minutes pour conclure et on aura été parfaitement dans les temps. Moi, je tiens à vous remercier pour la qualité, pour déjà vous être rendu disponible pour intervenir sur ces jeudis donc Occitanie qui vraiment sont un rendez-vous important. Merci pour la qualité de vos interventions et Marine, je vous repasse la parole pour le mot final. Alors, merci Audrey, je vous rejoins. Merci beaucoup pour ces interventions, c'était hyper intéressant. Merci Audrey pour la modération de cette session et merci à tous les participants qui nous ont rejoints, donc certains en cours de route. Donc pour cela, je rappelle que ce webinaire sera prochainement disponible en replay sur notre site internet. De toute manière, on fera de l'information dès qu'il sera mis en ligne. Et comme je vous le disais en introduction de ce webinaire, on vous propose de compléter un questionnaire de satisfaction. Donc, normalement, sur vos écrans, c'est affiché un QR code. Donc, ce QR code renvoie vers notre questionnaire de satisfaction. Et puis, Gladys va également vous mettre le lien du questionnaire dans le chat. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes pour le compléter, pour nous faire un retour sur la session d'aujourd'hui, et puis pour également nous indiquer si vous souhaitez qu'on traite de certains sujets dans les jeudis d'Onco-Occitanie. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois tous pour votre participation. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain jeudi d'Onco-Occitanie qui aura lieu le jeudi 14 novembre sur le sujet prise en charge des Chemobrain. Et la session d'après aura lieu le 12 décembre et sera consacrée aux patients partenaires. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.